Bienvenue dans le podcast Coquillage, or et argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien, car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore. Et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Donc, bienvenue à bord de nouvel épisode du podcast Coquillage, or et argent. Je suis ravie, mais vraiment ravie d'être là avec vous, qui plus est en bonne compagnie, car aujourd'hui, j'ai Ophélie Jouvenon, qui est économiste de formation et qui a accompagné durant plus de 20 ans plus de 5000 entrepreneurs dans leur développement de leurs projets. Elle détient aujourd'hui un blog du nom Frico Féminin, afin d'aider des personnes à libérer leurs valeurs, leur relation à l'argent. Elle détient aussi une chaîne YouTube du même nom. Mais en ce moment, elle est en train de faire un virage aussi très intéressant qu'on aura l'occasion de voir. Aujourd'hui, Ophélie a accepté de passer de l'autre côté en parlant à son tour de son propre rapport à l'argent. Mais avant de la laisser se présenter, je vais lui poser quand même une question qui m'a titillée quand je suis allée sur ses réseaux sociaux. Bonjour Ophélie. Bonjour! J'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Quand je suis allée sur tes réseaux, il y a une chose qui m'a intriguée. J'ai vu marqué économiste rebelle. Le rebelle m'a parlé et je me suis dit, ah, explique-moi tout. Alors, ben, déjà, il faut être sacrément rebelle pour être une femme, avoir fait ce que j'ai fait dans ma vie. J'aime bien dire économiste rebelle parce que j'ai fini, moi, mes études d'économie à peine 23 ans. J'ai fini major d'un institut de recherche en développement économique et je me suis retrouvée face à des vieux messieurs avec des lunettes au bout du nez et des chemises à carreaux qui m'ont dit venez faire de la recherche en économie ou aller dans la finance ou aller faire de l'évaluation de politique publique. Et j'aurais dit surtout pas ça. Moi, j'ai décidé de vivre pleinement de ma vie et d'avoir un impact positif sur les autres. Et c'est là où je suis partie dans l'entrepreneuriat. Et toute ma vie, en fait, j'ai été à contre-courant des environnements dans lesquels j'étais. Ok, d'accord. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu as d'abord décidé d'aller plutôt sur des environnements plutôt start-up, plutôt parce que des entreprises, il y en avait déjà. Oui, alors justement, moi j'ai démarré un peu c'est toujours par hasard, les choses arrivent toujours par hasard quand on ouvre sa vie à l'inconnu. J'ai démarré dans le milieu ouais, des levées de fonds pour les startups, je te dis à moins de 23 ans, alors que justement je n'avais pas un rond, je n'avais pas d'argent. J'étais la seule nana, j'étais jeune, blonde, aux yeux bleus, dans un des milieux les plus masculins et entre guillemets des milieux de requins, parce que ça c'est partie des milieux les plus les plus hermétiques quelque part au monde. À un moment où ça commençait juste le monde des startups, parce que moi j'ai 45 ans, donc c'était juste au début, on commençait à en parler en Europe. Et voilà, et je me suis jetée dans le bain de l'entrepreneuriat et ça a été un fil conducteur de ma vie. Et j'aime bien dire, moi ce que j'aime dans le fait d'aider des entrepreneurs, c'est aider des gens à donner vie à un rêve. Parce que c'est ça en fait, entreprendre, c'est avoir une idée et avoir envie de l'ancrer dans la matière, vouloir en faire une réalité. Ouais, c'est super bien dit en fait. C'est je voudrais bien qu'on en parle, mais peut-être qu'on va le faire après. On va essayer de revenir un peu sur ton enfance d'abord, parce que quand même, c'est pas anodin que tu te sois lancé dans l'économie, quand même, quand on parle d'argent, etc. Donc, toi, quand tu étais petite, l'argent.
Ça t'évoquait quoi? On Ah, n'en parlait pas de l'argent, on n'en parlait pas, et en fait, on a commencé à en parler, quand mes parents se sont séparés et qu'avec ma mère, on n'en avait pas. Et donc j'ai compris qu'il allait falloir que ce sujet-là, bah, je m'en occupe et que je m'en occupe rapidement, et notamment que je prenne pleinement ce sujet à bras-le-corps et que c'est moi qui allais trouver des solutions là-dessus. Et je pense que justement, si je suis partie sur des études d'économie, c'était pour trouver des solutions, puisqu'on m'avait beaucoup fait apparaître ce sujet comme étant surtout une question de manque, quelque chose qui fait peur et quelque chose de très limitatif. Et j'ai essayé de trouver des solutions. ok, donc tu as conscientisé très rapidement que l'argent allait être un sujet dès en fait la séparation. C'est fou quand même. Et oui, j'ai bien compris qu'il va falloir que je crée mes propres solutions. Moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans et j'ai fait tous les petits boulots de la terre pour me payer mes études. Et quelque part, c'est très bien parce que ça m'a appris ce qu'était la valeur du travail. Je suis passée par plein de jobs salariés où je me suis dit qu'il était important justement que je fasse des études pour pas faire ça toute ma vie. Euh, Mm. et puis, ça m'a donné une espèce de forme de niaque parce que rien ne m'a Mm. été amené sur un plateau. Il a fallu que j'aille le chercher. Ok, ok, ok. Et après, quand tu arrives justement en économie, enfin, c'est pas rien, ça reste quand même des milieux très prestigieux, disons-le. Comment toi, tu évolues dans cet univers? Comment, parce que les gens autour de toi, je suppose, j'émets des hypothèses et tu me les confirmes ou pas, euh, venaient plutôt de familles aisées. En tout cas, dans ce type de milieu, c'est plutôt le cas. Comment toi, tu vivais cela? Ouais, alors moi justement, c'était tout à fait ça parce que j'étais, une gamine de ce qu'on appelle l'ascenseur social. J'étais la seule boursière, sur Paris. J'habitais, dans une piole de 8 mètres avec des barreaux aux fenêtres, mais j'étais bien contente d'avoir, réussi à la trouver. Et en fait, tous les gens avec qui j'étais étaient, quelque part issus de familles de fils et filles à papa parce que, pour arriver sur ce genre de truc, il fallait en passer par là. Et j'étais la seule avoir réussi là-dedans entre guillemets parce que j'avais eu un super dossier et qu'ils ont repêché une, et c'était moi, celle-là. Et en plus, par la force des choses, c'est moi qui ai fini major, et c'est à moi qu'on a été proposé des postes qui n'étaient pas forcément ceux que je voulais prendre, parce que justement, il était hors de question que je parte dans la recherche, puisque moi, il fallait que je gagne de l'argent, je ne pouvais pas juste chercher, il fallait que je paye mes factures. Intéressant, intéressant. On aurait pu se dire que aller dans la recherche, ben, ça te donne aussi beaucoup plus de valeur. Ça, enfin, en tout cas, d'un point de vue professionnel, en termes de capital social, ça te donne un statut. Et ben, finalement, toi, tu t'es vite rendu compte que ben, c'est pas du pratico-pratique au final. C'est Oui, puis Mm. moi, la question du statut, justement, vu de là où Mhm. je venais, ça avait peu d'importance à mes yeux. J'étais dans des choses beaucoup plus concrètes. Ok. Et du coup, tu as fait quoi après? Tu es resté à Paris ou tu es parti de quelle région tu viens d'ailleurs? Je ne t'ai pas demandé. Alors moi, je viens de Haute-Savoie et non, non, du coup, j'ai fui Paris parce que je me sentais pas du tout parisienne. Et pour moi, c'était très clair que j'avais pas du tout envie d'habiter en ville. Et après, du coup, j'ai travaillé sur Lyon à un moment où justement, dans la région qui s'appelait Rhône-Alpes à l'époque, démarrait un petit peu toute cette incubation autour des startups. Et puis, j'ai bossé là-dedans pendant un certain temps, le temps de me faire la main, d'observer, de comprendre ce milieu de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un truc que tu apprends de manière théorique, en fait, il faut le vivre. Et j'ai appris au milieu d'entrepreneurs, et ça, c'est une belle école, parce que t'apprends beaucoup aussi des erreurs des autres, finalement. C'est les erreurs des autres qui t'apprennent le plus. Et j'ai eu, moi, un syndrome de l'imposteur absolument énorme. Les premiers jobs que j'ai fait, ça a été d'aller lever des fonds. Et notamment, je me rappelle, un des premiers projets que j'ai aidé, c'était un projet dans les biotech. Les biotech, ça fait partie des levées de fonds les plus importantes puisque il y a des années de tests, de labellisation avant de sortir un produit. Je me rappelle que le premier projet sur lequel j'ai bossé, il fallait lever 18 millions, alors que moi, j'avais à peine de quoi payer mes factures du mois. Et j'ai compris que le rapport à l'argent, c'était un truc qui n'était pas simple. Je comprends. C'est vrai que si on m'avait dit ça, d'aller lever 18 millions, ça aurait peut-être provoqué la même chose en moi. Et comment tu as géré du coup? Tu as quand même levé les 18 millions ou... Ouais, ouais, j'ai Ouais. bossé. Et après, en fait, c'est pour ça que c'est un ascenseur émotionnel, l'argent, hein. C'est avant tout Mhm. les émotions que ça renvoie à l'intérieur de nous. Mhm. Et d'ailleurs, dans le rapport à l'argent, il y a beaucoup cette question de la norme, hein. Qu'est-ce qui est notre norme? Après, moi, j'ai bossé sur des tout petits projets comme sur des très gros projets. J'ai accompagné des gens qui démarraient avec rien du tout, comme des projets à de nombreux millions. Et quelque part,
j'ai toujours apporté la même qualité de service, d'humanité et d'attention aux gens, quelle que soit la taille de leur projet, parce que ben, quelque part, c'est toujours un entrepreneur qui cherche des solutions et quelle que soit la taille du projet, on peut les trouver. Ok. Et qu'est-ce que tu voyais chez ces gens-là d'un point de vue rapport à l'argent? Est-ce que tu voyais une différence vraiment entre celui ou celle qui partait de rien et celui ou celle qui avait déjà un capital financier pour entamer son projet? Comment était la gestion? Comment les émotions aussi? Enfin, qu'est-ce qui se passait en fait chez ces gens-là? La question, c'est pas tant d'avoir de l'argent ou pas avoir l'argent, c'est quelle est la construction, quelle est l'histoire qu'on a avec l'argent et qu'est-ce Mmh. que nos parents nous ont transmis là-dessus. Parce que moi, quand les gens me parlent d'argent, en fait, ils me parlent de leur famille et de leur histoire. Mmh. C'est vrai, en effet, en effet. Et du coup, après ça, toi, tu as fait du coup 20 ans dans tous ces réseaux d'entrepreneuriat. Ça ne t'a pas donné envie de créer ta propre entreprise durant ces 20 ans? Et ben, c'est ce que j'ai fait moi, à la quarantaine, du coup, de devenir entrepreneur. J'ai fait mon coming out d'entrepreneur à 40 ans. Et bah, moi, j'ai toujours eu cette humilité d'apprendre et d'aimer donner aux autres aussi. Et bah, par contre, à 40 ans, je me suis rendu compte que justement, il était peut-être temps que je concrétise des choses qui étaient des envies plus personnelles et d'apporter aux autres comme ça. Et puis, bah, pendant un certain nombre d'années, j'ai pas eu envie de le faire parce que j'étais maman et j'étais maman solo et que ça a été un sacré job aussi parce que bah, j'ai eu des boulots de dingue et en étant maman, c'était une sacrée course. Je comprends. Et est-ce que c'est ça qui fait qu'après, tu es partie plutôt sur un blog qui s'appelle Frico Féminin? Oui, alors moi, j'ai beaucoup réfléchi justement à quelle était la contribution positive que je pouvais apporter au monde aussi en me disant, ben, je vais faire un truc qui est personnel, un truc qui me plaît, quelque chose ben, où je peux transmettre des choses que d'autres personnes n'ont pas forcément comprises, quoi, et sur lesquelles j'ai une longueur d'avance. Et ben, dans tous les boulots que j'ai faits, moi, j'ai parlé de fric au quotidien et j'ai vu que c'était un des sujets qui limitait, qui faisait le plus peur à beaucoup de personnes et ben, encore plus les femmes parce que nos mères et nos grands-mères n'ont eu le droit de disposer de leur argent librement qu'à partir de 65. Moi, ma mère, elle s'occupait d'enfants, elle est assistante maternelle, donc c'est pas des sujets sur lesquels elle était aguerrie. Et j'ai vu que c'était vraiment un facteur qui limitait énormément les femmes. Et je me suis dit que bah, c'était aussi la contribution positive que je pouvais apporter à la génération d'après, notamment la génération de ma fille, parce que moi, je suis maman d'une fille et que j'ai envie que bah, la génération des jeunes femmes qui arrivent, eh ben, elles osent, quoi. Elles y aillent, elles montent un business qui leur ressemble, elles n'aient pas peur d'investir, parce que c'est aussi un élément d'indépendance pour les femmes. C'est quelque chose d'important. Hein. Simone de Beauvoir le disait, la liberté des femmes, elle passe par la liberté économique, et moi j'en suis persuadée. Ça a toujours été un sujet très important dans ma vie, et j'ai bien fait de me saisir très tôt de cette question-là. Et bah, je me dis que finalement, c'est aussi quelque chose d'important que je peux transmettre à d'autres femmes, des femmes qui ont envie de mener une vie plus libre et d'assumer l'entière responsabilité de leur vie économique. On est de plus en plus nombreuses Mhm. à vouloir le faire. Mhm. Ok, ok, ok. J'adore cette phrase. La liberté d'une femme, c'est la liberté économique également, de Simone de Beauvoir. C'est ça? C'est Oui. magnifique. Waouh. C'est à accrocher. C'est ok. Du coup, ça me ramène à ton blog. Du coup, Frico Féminin. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es dit, pourquoi avoir commencé par un blog? Pourquoi ne pas avoir directement, pourquoi ne pas être allé chercher directement des entrepreneurs puisque tu connaissais ces milieux-là? Tu les voyais. Et oui, mais j'avais un vieux rêve justement. J'ai fait économiste, mais à l'époque j'avais envie de faire journaliste. Sauf que j'avais pas de Hmm. fric. Donc, du coup, j'ai fini. Et à l'époque, les écoles de journalisme, ça coûtait très très cher et c'était très très fermé. Et puis, les hasards de la vie ont fait que j'avais des prédispositions à l'économie. Donc, bah, finalement, c'était peut-être pas journaliste qu'il fallait que je fasse, mais il fallait peut-être que je crée mon propre média. Et aujourd'hui, ben, un Hmm. blog, une chaîne de podcast, une chaîne YouTube, c'est un web média et avec pas grand-chose, et ben, depuis chez toi, et moi j'habite en zone rurale, tu peux créer un média qui va parler Mhm. à toute la francophonie et porter une bonne parole quelque part à des femmes qui ont décidé d'avoir une vie plus libre économiquement. Mhm. Donc je me suis dit que c'était ce que j'allais faire. Et puis c'était amusant parce que j'ai aidé des gens à monter à peu près tout style d'entreprise. Et le seul type de boîte que je n'ai pas accompagné, c'était une entreprise numérique. Donc je me suis dit que j'allais le faire pour moi. Ah, excellent. Et c'est quoi la différence pour toi?
entre les deux? La différence, ben, c'est enfin moi pourquoi je l'ai fait aussi pour moi, c'est que ça me permet à terme aussi d'avoir une vie plus libre, parce que notamment, bah, avec un business web, tu peux bosser depuis n'importe où et sur des horaires en décalé, ce qui est plutôt cool, quand tu es maman et que tu as décidé, de bouger. Ok, 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 je vois. Ok. Et du coup, ce site, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait, enfin, cette entreprise, du coup, maintenant, ça fait 2 ans, Alors trois ans? j'ai démarré par créer du contenu parce qu'au démarrage, quand tu démarres Mhm. ça, bah, il y a rien. Il y a rien, ton premier article est mauvais, ta première vidéo est dégueulasse et puis, eh ben, au bout d'un certain temps, tu deviens très, très bon. Tu arrives en premier sur Google et sur YouTube et maintenant, eh ben, je suis devenue même la reine de l'interview et je suis interviewée pour savoir comment est-ce qu'on fait des bonnes interviews sur internet et je me retrouve à faire conférencière le mois prochain, C'est pour pas mal génial. de gens, donc du coup, tu vois, tu ouvres une porte et tu sais pas où ça t'emmène. C'est génial. C'est en fait, comme on dit, il faut bien commencer quelque part. Justement, ce que j'aime bien dire, ce qui me différencie des autres, c'est que j'ai pas peur de me planter et j'accepte d'être mauvaise au démarrage parce que dans Mhm, ma vie, j'ai recommencé à zéro de nombreuses fois et je sais que mhm. quand tu poses un petit caillou tous les jours, bah, à un moment, tu es très haut. Oui, et ne pas avoir peur aussi du ridicule, entre guillemets. Tu vois, Et ça, ben, il c'est... faut avoir l'humilité du débutant et moi, tous les 2 ans, je rattaque des trucs, à zéro, mais dans tous les domaines, qu'ils Mhm, soient mhm. artistiques, sportifs, ainsi de suite et j'aime bien dire que j'ai pas peur de me balader avec une sardine dans le dos. C'est-à-dire que j'ai pas peur de démarrer à zéro, d'être toute rouge, d'avoir peur de me planter et puis de le faire, de rigoler et de m'améliorer. D'accord, ok, c'est génial. C'est vrai que ça peut poser problème. En tout cas, moi, je le vois que j'ai mis du temps à me lancer dans l'entrepreneuriat parce que justement, je me disais, mais j'ai déjà fait tout ça avant, je vais pas tout recommencer. Et en fait, maintenant que je suis dedans, je suis là, mais bien sûr, comme tu dis, l'humilité du débutant. Et une fois qu'on apprend ça, c'est bien. Et sortir de sa zone de confort régulièrement, on a tous, ce biais cognitif qui est d'être à l'aise dans notre zone de confort et de ronfler un peu à l'intérieur. Moi, j'ai des routines pour sortir de ma zone de confort sur un peu tout régulièrement et c'est ça qui me fait progresser, c'est ça qui donne aussi de la valeur à ma vie. Ok, ok. Ben, continuons, continuons. Tu me dis que maintenant, tu es plutôt conférencière. Pourquoi donc? Pourquoi avoir laissé le côté... alors, laisser, c'est un bien grand mot, hein, je tiens à le dire, mais pourquoi cette transition, elle vient d'où? Mm. Bah, elle est arrivée toute seule. Mhm, A priori, j'ai des prédispositions sur ce sujet-là et j'ai pas abandonné un certain nombre de choses. C'est-à-dire mhm, qu'aujourd'hui, j'accompagne, des entrepreneurs, plutôt des femmes qui ont vraiment décidé d'avoir un business qui leur ressemble à 400 et plutôt un ovni, qui vont mhm, avoir envie d'avoir quelqu'un comme moi pour, les aider à sortir ça. J'ai une partie aussi où, là, je suis en train de développer un programme justement sur, le fait de pouvoir investir, et placer son argent de manière durable et responsable. Il y a mhm. peu de personnes qui parlent de ce sujet-là. Je suis aussi une maman, assez écolo qui a envie d'impacter positivement mon environnement et puis bah, celui de la génération d'après. Et pour moi, c'est facile et intuitif aussi de faire des interviews, d'animer des événementiels. Donc du coup, bah, je me retrouve à faire conférencière. Et bah, ça me nourrit aussi le fait d'avoir plusieurs types d'activités. Je suis le genre de personne qui n'aime pas ronfler dans un train-train quotidien. Donc tout ça, ça fait un tout qui me permet à la fois d'être zen chez moi de temps en temps, d'aller rencontrer plein de monde à d'autres moments. Et j'ai envie de dire, c'est une question d'équilibre dans ma vie. Ok, je vois. En fait, tu fais que ce qui t'anime, que ce soit parler d'argent, que ce soit parler d'argent aux femmes, que ce soit parler d'argent de manière durable et responsable. C'est un peu ton écosystème, en fait, qui Tout à est... fait, et il m'a Ok. fallu le temps aussi d'affiner tout ça, bah, comme tous les gens Mhm, qui démarrent quelque chose, de voir ce sur quoi tu es vraiment à l'aise et puis ce sur quoi tu trouves un écho aussi. mhm. Ok, je vois, je vois. Super intéressant. Mais du coup, moi, je me pose des questions, hein, parce que, alors, l'éducation financière, ça veut tout et rien dire. On voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Il y a même, enfin, j'ai l'impression, cette injonction à devoir s'éduquer financièrement coûte que coûte, alors qu'il y a quand même des paliers importants à avoir. Tu vois, je pense que faire son budget, alors, c'est peut-être déjà de l'éducation financière du coup, mais oui, il y a peut-être des différents paliers avant d'aller sur de l'investissement. Est-ce que toi, aujourd'hui, quelles sont les compétences clés pour toi pour pacifier sa relation à l'argent, pour avoir une bonne éducation financière?
Alors, ben, déjà, comme tu disais, il y a la question, avant de passer à l'éducation financière, c'est la question de la relation à l'argent. Moi, je vois pas mal de personnes qui veulent quelque part parfaire leur éducation financière, mais qui ont un problème de relation à l'argent. C'est-à-dire, elles pensent des choses extrêmement négatives autour de l'argent, ou au contraire, elles vont se mettre une pression absolument monumentale et s'empêcher de vivre avec ce sujet-là. Donc, la première des choses, c'est déjà de faire le point là-dessus pour être en paix. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise relation à l'argent. La seule question, c'est que si pour l'instant vous n'avez pas eu les résultats que vous vouliez avoir avec ce sujet-là, le problème vient plus souvent de la relation à l'argent que de l'éducation financière en elle-même. Et vous pouvez aller faire votre éducation financière pendant des années si vous voulez. Si vous n'avez pas pacifié votre relation à l'argent et que vous n'êtes pas OK avec ce sujet-là, vous n'arriverez pas à passer au niveau du dessus. D'ailleurs, j'aime bien dire de manière un peu provocante, justement, pour des gens qui ont envie de devenir entrepreneurs, que le meilleur cadeau qu'on puisse se rendre, c'est de se payer une fricothérapie avant de devenir entrepreneur, parce que quand tu n'as pas réglé tes problèmes dans ta relation à l'argent avant de devenir entrepreneur, tu le payes très cher, c'est le cas de le dire, parce que tu n'investis pas, tu n'es pas à l'aise au moment de vendre, tu fixes pas tes tarots de la bonne manière, donc tu te plombes, tu t'auto-limites et tu te sabotes dans ton business. Donc ça, c'est vraiment, véritablement, si vous voulez monter un business, faites le point là-dessus, parce que vous pouvez vous traîner des casseroles pendant toute votre vie, sinon. Et c'est amusant parce que quand on en parle avec des entrepreneurs qui ont très très bien réussi, ils disent tous que le plus dur pour eux, ça a été ça, et qu'ils s'en sont rendus compte souvent au bout de 10 ans, en fait, hein, qu'ils auraient dû réfléchir à cette question-là. Et puis après, la question de l'éducation financière, oui, bien sûr, il y a la question du budget, mais la première des choses, c'est déjà d'apprendre à se projeter dans notre vie. Je fais des sujets aussi régulièrement sur l'éducation financière de nos enfants. Moi, je suis maman aussi. Et ma fille, je lui ai déjà appris à gérer un budget, et surtout de se dire comment est-ce que tu mets au service de tes projets, de tes envies et de ta vie cette question, parce que c'est uniquement ça qu'on devrait se dire. On investit, on gère tous notre argent de manière différente. Est-ce que ça nous permet juste d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir? Et c'est pas comme ça souvent qu'on nous le présente dans la société et dans nos familles. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Enfin, il y a deux choses. Premièrement, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule manière de gérer son argent. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire son budget, d'investir, etc. Et que le plus important, comme tu dis, c'est de mettre l'argent au service de nos objectifs de vie et pas le contraire. Et même, je dirais même, de tous les produits, tous les véhicules financiers qui existent, de les mettre au service de nos objectifs de vie et pas le contraire. Et de nos valeurs aussi, j'ai envie Et de de dire, nos un valeurs, triptyque oui. valeurs, objectifs. Parce que des possibilités pour investir, placer son argent, mais il y en a un million. Et la Mhm, plupart des gens me disent, mais quel est le bon investissement? Il n'y en a pas. C'est celui qui mhm, vous permet de répondre à vos valeurs, vos objectifs de vie, et voilà, et qui vous êtes. Et ça, justement, il y a pas mal de personnes aussi qui se plantent là-dessus parce qu'elles attendent des autres qu'ils leur livrent une mhm, solution, et elles cherchent à l'extérieur quelque chose mhm. qui doit venir d'elles. Oui. Et il y a quelque chose aussi que je remarque, et je ne sais pas si tu as eu le cas, c'est celles et ceux qui veulent aller vite, qui veulent, comme tu dis, une solution clé en main et qui veulent des résultats rapides, alors que, comme tu dis, une fricothérapie, bah, ça prend un certain nombre de temps pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Comment on gère ça, ce côté je veux de l'immédiateté, VS, ben, prendre soin de soi, pacifier son rapport à l'argent, ça prend un peu de temps. Oui, mais tout ce qui nous rapporte réellement et est durable met du temps à se construire, tout. Un business, c'est pas une tente Quechua, il suffit pas d'acheter une carte de visite et tu as des cartes de japonais qui viennent acheter tes produits. L'investissement, si tu commences à penser que tu vas gagner énormément de l'argent rapidement, et ben, tu vas prendre des risques inconsidérés et tu vas tout perdre. Et ça, c'est un des biais cognitifs, parce qu'on voudrait tous réussir rapidement, mais en fait, on n'est pas capable de le faire à l'intérieur de nous, c'est pas possible. Il faut se souhaiter quelque part, de monter en compétence doucement et tranquillement, d'apprendre à gérer les choses doucement et tranquillement. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat, tout le monde voudrait réussir en 30 secondes, mais la réalité, c'est qu'on a tellement de choses à apprendre qu'il faut cesser le temps de poser les petits cailloux les uns après les autres et d'affiner. C'est clair, c'est clair. C'est une vraie philosophie. Et alors j'aime bien ce que tu as dit. Tu as parlé de ta fille, du fait que tu lui apprenais déjà à s'éduquer financièrement. Qu'est-ce que tu lui apprends? Quel âge qu'elle a à peu près? Enfin, à peu près. Oui, tu sais quel âge qu'elle a, mais quel âge a-t-elle? Et concrètement, qu'est-ce que tu lui apprends à son âge? Qu'est-ce qui est important pour elle?
Alors, ce qui est important, moi, je fais énormément de sujets là-dessus parce que, je remarque qu'on nous a tous, plutôt transmis des facteurs très limitants sur ce sujet-là, parce que, notamment dans pas mal de familles, la dépense est vue comme une douleur, l'argent comme quelque chose de limitatif. Il y a pas mal de personnes aussi qui auraient tendance à surreprésenter l'argent ou à considérer que les riches sont des salauds et dans tous les cas, ça n'aide pas nos enfants à être libres et à Mhm. avancer et à se créer la vie qu'ils ont envie d'avoir et moi, je souhaite à ma fille d'avoir la vie qu'elle a envie d'avoir et c'est tout. Et de ne pas Mhm. avoir d'injonction sur ce sujet. Et très tôt, j'ai commencé à avancer cette question. Ça commence avec l'argent de poche pour commencer à apprendre à gérer l'argent, à faire ton budget. Faire ton budget, demain, ça veut savoir, c'est savoir gérer une entreprise ou savoir gérer de l'investissement derrière. Et ça commence très très tôt. Les enfants, c'est plutôt amusant quand ils commencent à parler de mathématiques, à leur faire leur petit tableur Excel et à mettre à jour ça. C'est savoir, quand tu reçois Un des sous, tableur Excel. oui, le petit tableur. Faire un tableur Excel, maintenant, les enfants savent faire très tôt, ils sont très connectés. Donc, dès qu'ils commencent à l'entrée au collège à manier des outils informatiques, autant faire ça de manière intelligente en leur expliquant comment tu peux faire ton petit budget avec les sous que tu as eu à ton anniversaire et à Noël et le manga que tu as envie d'acheter, les cadeaux que tu fais aux copains et toutes ces questions-là, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de l'argent et notamment les émotions qu'on projette là-dessus. Hein. L'amitié ne s'achète pas, si tu vas acheter le dernier objet à la mode, et tu te retrouves avec plus rien et du coup, tu pourras peut-être pas faire des choses avec tes amis. C'est des vraies questions qu'il faut soulever aussi et apprendre à nos enfants plutôt à dédier l'argent à des expériences qu'à des possessions. Voilà. Mhm. Et leur apprendre à donner. Moi, je sais que ma fille est très généreuse. On a aussi beaucoup d'actions pour donner, pour aider les autres. Et ça, c'est très, Mhm. très important d'apprendre à nos enfants aussi à être généreux et altruistes. Et en plus, les enfants, souvent, le sont assez spontanément. Et puis oui, apprendre les bonnes notions par rapport à ces questions pour l'orientation professionnelle. Alors là, ma fille vient de passer au lycée. Dès le lycée, maintenant, on guide nos enfants à choisir un métier dans lequel ils resteraient toute leur vie, à rentrer dans Parcoursup, c'est-à-dire dans un truc très très figé. C'est pas exactement comme ça que moi j'ai présenté les choses. Moi, je lui ai plutôt dit qu'il fallait qu'elle soit animée par l'envie d'apprendre, d'aller tester des choses et d'évoluer professionnellement tout au long de sa vie. Et que, on pouvait aussi, si on avait envie, commencer à monter son premier business à 16 ans pour poser des petits cailloux et tester des choses. Et si c'est pas ça, c'était pas grave. C'était un enseignement pour trouver un peu plus sa voie. Parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très dommageable dans notre société que de demander à des gamins de 13, 14, 15 ans de savoir ce qu'ils ont envie de faire de leur vie parce qu'ils n'ont pas la maturité pour le savoir. Et souvent, quand ils répondent, c'est un petit peu au tac parce que ils projettent sur un métier une perception qui est souvent pas la bonne. C'est vrai. C'est vrai que à cet âge-là, on choisit un peu par défaut, même s'il y a de l'envie, hein, je veux dire, il y a peut-être le désir de toujours apprendre, etc. Mais ce n'est que bien plus tard qu'on va se demander, mais est-ce que c'était ça que je voulais réellement faire? Ouais. Et du coup, un truc qui m'avait amusé, c'est qu'une fois, justement, ma fille était rentrée à l'époque du collège et me l'avait dit, maman, j'ai compris un truc, c'est qu'à l'école, on m'apprendrait jamais comment gagner de l'argent. Et ça m'avait, à ce moment-là, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé Frico Féminin, me dire, bah oui, à l'école, on t'apprend pas comment gagner de l'argent, qui est un truc essentiel. On te dit, trouve un métier. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Et du coup, c'est des sujets, quand tu les évoques, qui sont plutôt très, très intéressants. Moi, je sais que c'est la première de toutes ces Mhm. copines qui, justement, était amenée à gérer de l'argent. C'est la seule à qui on Mhm. a amené à réfléchir à quoi ça devait servir et comment on pouvait aussi utiliser, dès son très jeune âge, l'argent pour le mettre dans des choses qui permettraient de multiplier. Et multiplier, c'est notamment apprendre. Je lui ai appris ça, que finalement, une des choses qui rapporte le plus dans la vie, c'est d'investir sur sa propre éducation et sur des choses qui nous permettent de croître personnellement, de vivre les expériences qu'on a envie de vivre. Et puis aussi, c'est un peu cette notion d'investissement qui est parfois tu peux acheter des choses qui te rapportent plus que ce que ça t'a coûté. Et ça, c'est pas ce que nos mamans, en tout cas, nous ont appris pour ma Mhm. génération. Ouais, c'est bien. C'est une belle transmission, en tout cas, que tu es en train de faire. Moi, je dis bravo parce que on a besoin de plus de mamans comme toi. Bien sûr, ce n'est pas une injonction, je tiens à le dire. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que l'éducation financière reste importante et encore plus pour nous en tant que femmes-filles qui avons ce côté bon élève, mais qui nous dessert après quand on arrive dans le monde professionnel. Donc, tu as pas... Ouais, c'est top, c'est top. Et puis, c'est en parler et pas Mhm. éprouver. Donc,
culpabilité Oui. de quoi que ce soit, en parler comme étant un sujet, le sujet le plus neutre de la terre, parce que c'est le sujet le plus Mhm. neutre de la terre, en fait, hein. C'est que chez moi, c'est comme des choux et des carottes dans une recette de cuisine. Ah, ah. Excellent, excellent. Et tu as parlé d'un sujet qui est hyper intéressant, les émotions par rapport à l'argent. On est passé vite fait dessus, mais en gros, comment peut-on, alors ça concerne toujours la pacification, je suppose, mais aujourd'hui, comment, enfin, quand on voit qu'on est dans le rouge, ça fait mal. Quand on voit qu'on est dans le vert, on est tout excité et on va redépenser derrière. Comment, en fait, quand on voit qu'on reçoit une somme d'un coup, je sais pas, alors, tout le monde ne gagne pas au loto, mais bon, ça peut provoquer de l'hystérie aussi. Au contraire, quand on sait qu'on doit aller payer ses impôts, on est en pleine période là. Là, tout le monde commence à faire l'autruche, le dos rond, etc. Comment on gère ça en fait? C'est... Comment on neutralise? Bah, c'est un exercice, hein. Mhm, Faire la paix, moi j'aime bien dire, c'est travailler sur ses dualités. mhm, C'est et le plus difficile d'ailleurs, c'est de se dire, je me sens en paix avec et sans argent. Quand ça fait plus mhm, d'émotions à l'intérieur de soi, qu'on arrive à se dire: «Bah, je suis OK avec et sans argent. Je suis OK d'avoir plein d'argent ou d'être radin ou radine, de pas mhm, en avoir». mhm, Moi, dans ma vie, j'ai vécu à peu près toutes les situations vis-à-vis de ce sujet. Je me suis dit: mhm, «Ben, en fait, il y a pas de bonne ou de mauvaise relation mhm, et c'est un truc assez fluctuant dans la vie. Il faut s'autoriser à en gagner parfois et à être à mhm, l'aise avec d'en gagner moins à certains moments». Bah, le moment de la reconversion, typiquement, tous les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, bah, c'est des périodes où tu gagnes moins d'argent, hein, parce que tu lances un nouveau projet et c'est tout à fait normal et c'est OK. Il faut même en avoir conscience que ça va mhm, se passer comme ça et bah, faut pas le vivre comme une douleur, ce truc-là. Faut se dire que ce qu'on a gagné avant nous permet de vivre ce truc et une expérience qu'on a envie de. Ce n'est qu'une expérience. mhm, Euh, et puis, moi, il y a un truc qui m'avait beaucoup aidé, et c'est une réalité aussi, c'est quand le jour où on m'a rappelé que l'argent n'existait pas, que ça n'était qu'une convention sociale. Et c'est vrai, l'argent n'existe pas réellement, puisque ça n'est qu'une convention sociale. On pourrait tout à fait imaginer que ce soit autre chose que ce que c'est actuellement. D'ailleurs, même la monnaie fiduciaire, d'ici 2 ans, va disparaître au profit des monnaies numériques qui ne sont que des écritures. Donc, il y a même plus réellement, il ne va plus y avoir d'existence palpable, quoi, qui seront ces billets et ces pièces de monnaie qui n'ont que la valeur qu'on veut bien leur donner. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai que finalement, la seule question qu'on devrait se poser dans nos vies, c'est qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire. Ouais, c'est vrai. Pendant que tu dis ça, je suis en train de me demander combien ça coûte à produire un billet de 20 euros. Est-ce que ça coûte vraiment 20 euros ou moins? Eh ben, ça coûte absolument pas 20 euros et c'est amusant parce que dernièrement, je regardais là, des chiffres sur ces questions sur la production de monnaie. Aujourd'hui, on imprime plus de billets pour le jeu Monopoly que de billets de monnaie fiduciaire en circulation, parce que petit à petit, on diminue la monnaie fiduciaire en circulation. Et je te dis, ben, la Banque Centrale Européenne, normalement, assez prochainement, devrait passer sur de la monnaie quasiment uniquement numérique, bah, ce qui permettra qu'il n'y ait plus quelque part de travail au noir et de circulation d'argent qui échappe à l'État. Ouais, mais ça peut être aussi un peu compliqué, non? Parce que ce côté palpable, ça rend les choses un peu plus vraies. Enfin, en tout cas, on n'a pas, on dépense pas de la même manière avec un paiement sans contact qu'avec des pièces dans son porte-monnaie. Tout à fait, et ça va être une grande Mm. difficulté pour les gens qui n'arrivent pas à le matérialiser parce que, Mhm. bah, justement, quand on a un peu du mal à gérer l'argent, une des bonnes manières de le faire, c'est de le faire passer par la matière, c'est-à-dire, voilà, Mhm. c'est d'avoir l'argent, de sortir le cash et d'utiliser uniquement le cash. Et c'est le principe, justement, des enveloppes et ainsi de suite, qui permet de ne dépenser que ce qu'on a, alors que Mhm. bah, mettre un coup de carte bleue, c'est facile. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, il y a une question qui me taraude liée à ce que tu es en train vers quoi tu es en train d'évoluer en ce moment. La finance durable et responsable. Aujourd'hui, il me semble que tu es en train de te positionner clairement sur ces sujets et en plus, ça te plaît d'en parler. Et au-delà d'investir durablement et de manière responsable, je me demande, est-ce que l'argent propre, ça existe? Est-ce que quand on fait ça, on est finalement un peu plus propre que les autres? Bah, c'est pas une question d'être propre ou d'être sale, mais c'est quel sens on veut donner à ça? Moi, c'est comme dans sa Mhm. consommation. J'ai envie de dire, l'argent, c'est un bulletin de vote. Quelque part. Et c'est un bulletin de vote qu'on utilise quotidiennement les uns et les autres, mais il y a peu de personnes qui réfléchissent comme ça. Moi, j'aime bien donner un sens. Je suis toujours en quête de sens dans ce que je fais. Bah, personnellement, voilà, dans ma manière de consommer, je suis quelqu'un de plutôt sobre. Je mène d'ailleurs un mode de vie
minimaliste, et je réfléchis à l'impact de ce que j'achète. Et pourquoi on ne se poserait pas la question de notre épargne et de nos investissements? Voilà. Pourquoi Mhm. pas, quand on investit, plutôt aller investir dans la production d'énergie renouvelable, dans l'agriculture biologique, dans ce genre de choses. Et en plus, la plupart des gens vont penser que ça rapporte moins, et c'est pas du tout le cas aujourd'hui, puisque ça fait partie des secteurs, c'est des enjeux de mutation économique de nos sociétés. Et quelque part, épargner et investir, c'est aussi une manière de mettre cette énergie qui est l'argent au service du monde qu'on a envie de voir pousser. C'est pas une question de propre ou pas propre. Et d'ailleurs, je suis jamais partie des gens qui opposent, parce que je suis jamais voilà, une puriste d'un Mhm. certain nombre de choses. Moi-même, voilà, j'ai une voiture qui pollue. Mhm. Mhm. Parfois, quand je suis pas dans un endroit où je vais pouvoir acheter ce qu'il faut à manger, je vais aller au supermarché pour me nourrir quand même. Et je suis pas quelqu'un qui va aller embêter et prendre la tête aux gens, à leur dire faites ça ou ça. En fait, il Mhm. faut arrêter d'opposer, mais Mhm. on peut essayer d'avoir un comportement plus responsable et plus vertueux Mhm. pour ceux qui croient en ça. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que oui, il faut aider à demain voir fleurir le monde qu'on a envie de voir fleurir pour nous et Mhm. pour nos enfants. Et pour moi, c'est la question de la durabilité dans toutes les sphères de la vie est un vrai sujet. Mhm. Et comment ça se concrétise pour toi aujourd'hui professionnellement, cette question de la durabilité de l'investissement responsable? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Là, je vais monter un programme justement pour aider des personnes, et notamment les femmes sont très, voilà, la question des valeurs pour elles, c'est très, très important. Elles sont prêtes à investir, mais pas à n'importe quel prix, entre guillemets, pour faire des jeux de mots liés à l'argent. Mhm. Et il y a des choses qu'elles n'ont pas envie de soutenir, c'est-à-dire, par exemple, aller investir en bourse euh, pour soutenir les énergies fossiles ou la production d'armes. Donc, globalement, je pense qu'on n'est pas nombreuses à arriver de ça. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de le faire autrement, mais il y a plein de gens qui se disent mais pourquoi ces gens-là se poseraient-ils la question? Et on a le droit d'investir avec ses sensibilités aussi. Il y a plein de Mhm. solutions pour le faire. On en Mhm. parle très peu, et du coup, moi, sur Précoféminin, j'en parle beaucoup. Et là, je vais sortir un programme, notamment là-dessus, pour guider des femmes qui ont envie de le faire très simplement, parce qu'en plus, c'est possible de le faire de manière très simple et sécurisée. Donc, c'est juste que personne ne sait comment le faire. Dans ma carrière, j'ai fait des trucs un peu amusants là-dessus. À l'époque, avant que le financement participatif ne sorte, j'avais créé un club d'investisseurs à la porte de chez moi, justement pour aider des premiers projets d'énergie renouvelable dans le coin ou à investir dans des petites boîtes dans le coin. J'avais voilà, fait des partenariats avec des fonds pour aider les initiatives féminines, parce que souvent les femmes, à l'époque, se faisaient retoquer auprès des banquiers quand elles allaient soulever de l'emprunt bancaire toutes seules. Et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que moi-même, j'ai fait des levées de fonds à titre professionnel. Et quand moi, à titre personnel, pour acheter ma première baraque, j'étais voir un banquier. Il m'a dit, Madame, revenez me voir quand vous aurez assez dit et vous serez mariée. Donc voilà, je pense qu'on était Oh là nombreuses à vivre là. cette situation. Et je remercie ce monsieur parce qu'une semaine après, j'avais mis en place un partenariat pour développer justement un fonds de garantie pour aider des femmes à lever ce problème-là. Donc merci à lui. Merci à lui, mais quand même, je trouve ça quand même grave que on dise à une femme quand elle veut investir seule qu'il faut qu'elle soit mariée, enfin accompagnée. Ou le CDI, à la rigueur, on peut se dire ouais, pourquoi pas, c'est les normes de la banque, mais l'idée d'être toujours accompagnée, non quoi. Enfin, Ah, vas-y. mais bon, il y a des choses, des stéréotypes qui ont la vie dure, et c'est pour ça que, Mhm, il y a pas mal de femmes. Alors moi, je le vois aussi cette année, là, j'ai fait le tour des associations de femmes entrepreneurs en France. mhm, Les femmes se sentent sécurisées à parler d'argent entre elles, hein, ça fait partie mhm, des sujets liés à l'intimité, voilà, même, mhm, comme tout sujet à l'intimité, où s'il y a des hommes dans la salle, elles se sentiront jamais autorisées d'en parler. mhm. Ok, 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 je vois. C'est génial. J'en apprends beaucoup, comme d'habitude, à chaque fois que je suis en conversation avec toi. Et là, on a parlé de ton passé sur le fait que tu as accompagné beaucoup d'entrepreneurs. On a parlé du fric au féminin. On a aussi parlé de l'investissement responsable et durable et de l'éducation financière. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé rajouter pour l'audience en fait qui nous écoute aujourd'hui? Alors moi, justement, après, dans une prochaine vie professionnelle, c'est-à-dire dans 3 mois, parce que tu as vu que j'ai lancé quand même un certain nombre. Moi, un cycle professionnel, c'est presque 3 mois chez moi. Tous les 3 mois, je lance des nouveaux projets. Et j'aimerais justement, alors si j'ai monté une entreprise numérique, c'est aussi pour pouvoir voyager, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire auparavant, et que notamment les Français se rendent compte
qu'on a des tabous et des blocages qui sont très franco-français et qu'on ne voit mais pas du tout l'argent de la même manière dans les autres pays. Et justement, je rêve avec Afrique au féminin d'aller faire des interviews à l'extérieur parce que ça m'amuse toujours quand j'en parle avec des étrangers qui me disent mais vous avez un problème avec le fric en France, que les Français se rendent compte qu'en fait, il est possible de penser ce sujet complètement différemment et que Mm. c'est un sujet beaucoup moins tabou et auquel on associe des choses beaucoup plus positives dans d'autres pays. C'est vrai, c'est vrai. Là, je suis en train de le constater en lisant notamment, mais j'ai hâte aussi de partir. Hein. Coquillage or et argent, c'est aussi l'idée d'être dans l'évasion et non fiscale, je tiens à le dire. Vraiment, restons sur les choses voyage. Et oui, quoi, c'est important de se rendre compte de ce que les autres font et aussi de ne pas se dire forcément qu'ils sont meilleurs que nous, mais juste qu'ils sont différents. Ce qui n'est pas pareil, en fait. Et d'apprendre, tout simplement, de toujours apprendre. Ne pas Mm. juger, ne jamais opposer. En fait, on se crée tous des réalités. La seule question Mhm. qu'on doit se poser, est-ce que la réalité que je me suis créée, elle est aidante pour moi ou pas? Exactement, exactement. Alors, sur ces belles paroles, Ophélie, là, on va arriver à la fin du podcast. J'ai trois questions, mais je crois que tu as déjà répondu à quelques-unes au fil de la conversation. Mais je vais quand même te les poser parce que c'est toujours important de finir sur cette note. Si demain, on te disait que l'argent n'existait plus, qui serais-tu et que ferais-tu? Est-ce que tu paniquerais? Eh ben non, parce que justement, je le disais, l'argent n'existe pas, c'est une convention sociale. C'était des coquillages, ça va être que des Mhm. écritures numériques. Et ben, je m'amuserais et je mènerais à bien tous les projets que j'ai envie de mener. Mhm. Ok, ok. Éducation financière, es-tu pour ou contre, plutôt en famille ou à l'école? Ah! Ça, c'est une vaste alors je suis pour à 2000. Que répondrait l'école là-dessus? C'est une vraie question. A priori, il y a des programmes qui, ça fait partie des à chaque réforme quelque part de l'éducation nationale, on nous dit qu'on va faire l'éducation financière de nos enfants. Alors, j'ai envie de dire oui, peut-être transmettre les éléments de base dans les pays anglo-saxons, c'est le cas notamment, hein, pour que nos enfants ne partent pas sur des mauvaises dettes ou des choses comme ça dans le cadre de l'école. Donc ça pourrait tout à fait être intégré dans les programmes scolaires, mais ça ne réglera pas le problème de la relation à l'argent qu'on transmet via les familles. Donc parler positivement d'argent dans les familles et de manière non limitante pour régler la question de la relation à l'argent et faire l'éducation financière peut-être dans le cadre de l'école, en effet. Intéressant, intéressant. Une autre question. Avec tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, as-tu encore quelques peurs financières? Oui, bah moi, la peur de manquer, c'est un truc très, très ancré, hein. Ça a été transmis, alors du côté de ma mère, on va dire ça. Notamment, moi, j'ai un grand-père qui a vécu, qui a été orphelin à Dieppe, pendant la guerre et du coup, la peur de manquer et le fait qu'il ait mangé des épluchures de pommes de terre pendant des années, j'ai envie de dire, ça s'est répercuté de génération en génération de manière assez criante et puis, bah, les femmes, cette question des insécurités financières, généralement, c'est des peurs qui sont très, très transmises depuis génération. Mhm. Moi, dans ma famille, il y a aucune femme, hein, qui gérait les questions d'argent. Elles osaient même pas évoquer, le mot, hein, argent, à haute voix. Donc, il a fallu que j'aille en briser aussi des tabous pour devenir la Ah femme que je suis oui. devenue. Et justement, c'est parce que j'ai décidé de briser cette espèce d'omerta du silence pour que ma fille ait une vie Mhm. différente là-dessus. Mais parfois, c'est encore les montagnes russes émotionnelles. Moi-même, bah, quand tu es entrepreneur, quand tu es une femme, que tu le fais seule, bah, des fois, tu te poses des questions aussi, hein, parce que tout n'est Mhm. jamais acquis. Et bah, cette question, je la re-questionne régulièrement, mais avec le temps, bah, ça va de mieux en mieux. Donc c'est un travail de fond. Et bah, quand on a eu une peur de manquer assez conséquente et qu'on n'a pas eu grand-chose dans sa vie, parce que ça a été mon cas, hein, Mhm. j'ai Mhm. pas, voilà, ce sujet n'a pas été simple pour moi, il ne faut pas croire qu'il l'ait été. Mhm. Et ben, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'il faut muscler au quotidien. Et à un moment, on arrive à passer par-dessus pour bah, se créer la vie qu'on a envie de se créer. Et sur ce sujet-là, pas d'injonction. C'est quelque chose qu'il faut muscler au quotidien. J'adore, j'adore. Ok. Et où est-ce qu'on pourrait te retrouver? Si jamais on a envie de te suivre, si on veut prendre tes programmes, si on veut t'écouter, tout simplement. Eh bien, sur fric au féminin, fric comme ce tabou qu'est de l'argent, le fric, F-R-I-C, et vous me trouvez, bah, vous pouvez pas faire autrement que de me trouver, hein, si vous tapez fric au féminin, parce que je sors en première sur Google et sur YouTube. Et sinon, avec mon prénom, Ophélie Jounon, la même chose. Je suis quelqu'un de très connecté, donc normalement, vous me trouvez. Mhm. Ah bah oui, on a hâte, entreprise du numérique, oui. Ok, c'est génial. Ben, Ophélie, écoute, ça a été un plaisir de t'avoir ici
Et franchement, j'en ai encore appris plus et j'ai hâte de voir quelle va être la suite en tout cas. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Éléonore l'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre 5 étoiles d'honneur pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.